Les chroniques des BFM de ce soir sont consacrées spécialement au décryptage du message sur l'état de la nation du président de la République Denis Sassou Nguesso, couplé à la célébration de la 66e journée de la proclamation de la République. Pendant 2 heures, le président de la République a passé en revue les avancées réalisées dans chaque secteur d'activité, l'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat, l'économie, la santé, les infrastructures, tout en soulignant certains défis observés. Nous en discutons avec Brony Fortuna. Bonsoir à tous et bienvenue. Brony, bonsoir. Bonsoir Gabriel. Avec toi ce soir, nous avons la lourde tâche de décrypter le message du président de la République. Brony, quelle lecture faites-vous du discours du président de la République sur l'état de la nation? Bon, Gabriel, rapidement, il faut savoir que ce discours, c'est un discours, j'ai envie de dire, de perspective. Ça avait une forte dose futuriste dans ce discours. Et puis, il y a aussi une véritable forte dose, on va dire, esthétique ou encore cosmétique dans ce discours. On a vu quand même une forte dose de la littérature, le rappel de certaines citations, de certains adages ancestraux, sinon de la sagesse africaine. Et puis oui, c'est aussi un discours assez paternaliste dans le sens où on a vu, comme d'habitude depuis quelques années, le président de la République prendre cette posture de père et à un moment donné qui voilà, donc un discours paternaliste. Maintenant il faut savoir que c'est un exercice constitutionnel, les journalistes l'ont rappelé plus d'une fois. Avant, tout se faisait à peu près autour de 14 août de chaque année, donc à la veille de la célébration de l'indépendance. Finalement, le gouvernement, l'État a décidé autrement de transférer cette célébration, sinon ce message de l'État de la nation, donc chaque 28 novembre de chaque année, donc la journée de la proclamation de la République du Congo. Et le discours du président est constitué, on va dire, des rapports qui sont faits par des ministres. Voilà, vous constaterez que finalement, ça devient une sorte de compétition entre les ministres qui voudraient bien s'entendre dans le discours du ministre ou se voir dans le discours du président de la République. Si vous suivez donc le direct de la chaîne nationale, vous constaterez qu'à chaque fois que le président de la République cite un département ministériel ou encore un secteur quelconque, la caméra donc est braquée sur le ministre concerné. Il faut voir comment le visage rayonne et parfois comment voilà, ces ministres hochent leur tête, sont contents de s'entendre en fait, de se retrouver dans ce discours. Donc, et souvent, c'est des rapports qui sont faits par les ministres. Et en réalité, le chef de l'État a tout un cabinet qui peut mener donc les contre-expertises pour réellement vérifier les informations envoyées par les ministres ou encore sous la présidence, il y a tout un département important, c'est l'inspection générale, voilà, je pense que je me trompe pas, qui est là aussi pour mener les enquêtes. Donc, en réalité, on devait confronter ces rapports des ministres et la réalité sur le terrain, puisqu'on sait que pour la plupart, ils sont paresseux, et ils aiment bien ces rapports de chaque année, mais sur le terrain, rien parfois ne se fait. Donc c'est pour cela qu'il y a eu une forte dose de promesses dans le discours du président. On a constaté que il n'y a pas eu réellement la présentation de l'état de la nation comme tel, parce que aujourd'hui le Congo, nous le savons tous, se trouve dans une situation assez critique, assez compliqué. Le président l'a dit en début de cette année. Il l'a bien rappelé. Et dans ce message sur l'état de la nation, on n'a pas réellement revu les mêmes choses. Est-ce que le président n'a pas voulu ressasser un peu tout ce qui est négatif, de peur, on va dire, permettez-moi l'expression, d'apeurer la population ou encore de fragiliser cette population qui est déjà fragilisée. Il a voulu, lui, s'appesantir sur tout ce qui est positif, tout ce qui peut donc susciter de l'espoir. Mais sinon, on s'attendait quand même qu'on nous présente ce tableau sombre, pourquoi nous sommes arrivés et où est-ce qu'on va réellement, qu'est-ce qui a été fait pour qu'on sorte de là. Mais je crois que certainement, par la sagesse, n'a pas voulu que le président reste sur ce qui est noir, sur ce qui est négatif. Et c'est pour cela que vous avez constaté qu'il est resté sur les promesses, sur les projets à réaliser, sur ce qui a été fait
encore qui reste à vérifier. Et donc voilà, en gros, c'est un message, on va dire, sur l'état de la nation qui a tourné donc autour des promesses, autour de l'esthétique. Hein. On a vu des applaudissements dans la salle, même quand on sait que le règlement l'interdit. On a vu ces applaudissements et finalement, on a vu aussi la dénonciation de ce que nous connaissons déjà dans ce pays. Donc voilà ce que je peux dire et sur ce message d'une manière générale. Plusieurs initiatives d'emploi pour les jeunes ont été soulignées. Comment comprenez-vous cette approche? Bon, il faut savoir que les questions des jeunes, en réalité, ne datent pas d'aujourd'hui. Voilà, une question des jeunes ne date pas d'aujourd'hui. Et le président sait très bien, voilà pourquoi il ouvre ce message par cet engagement qu'il a pris lui-même de consacrer 2024, qui tombe malheureusement ou heureusement vers sa fin. Il sait que c'est une promesse, c'est un engagement, c'est un projet et qui tient à cœur, qui est donc prioritaire pour lui, prioritaire pour son gouvernement et qui aussi on va dire, suscite l'intérêt du côté des jeunes qui veulent à tout prix voir ce qui va se faire, puisqu'on sait que l'annonce de la consécration de cette année à la jeunesse a été quand même suivie de pas mal de promesses. On parlait donc de 100 000 emplois et autres choses, l'ouverture de Béville et tout cela. Et finalement, donc, il sait que ça reste prioritaire. C'est une manière de dire que ça reste prioritaire pour lui et pour son gouvernement. Il a d'ailleurs dit que le PND qui a été revu pour donc 2022-2026 et sinon on va dire 2024-2026 est pro. Donc tous les projets sont pro-jeunes, sinon pro-jeunesse, ou tous les projets qui sont dans ce PND sont des projets qui, en réalité, concourent à lutter contre le chômage, à lutter contre tout, voilà. Donc, mais il faut savoir que tout ce qu'on fait dans ce pays, en réalité, c'est pour la jeunesse. En réalité, puisque la jeunesse, c'est autour de 70%, sinon 75%. Ça veut dire que la plupart des projets qui se réalisent, c'est pour cette jeunesse-là et c'est pour le futur du Congo. Mais on se retrouve dans une situation où il y a eu beaucoup de promesses, mais vraiment beaucoup de promesses. Peu de concrétisation. Peu de concrétisation. Donc c'est pour cela que le président, quand il ressasse et rappelle ce qui a été fait, donc à mon avis, il rappelle certainement aux jeunes, il faut donc être patient, d'ailleurs il a dit, il veut peut-être rassurer encore ces jeunes, il veut apaiser ces jeunes, mais il faut savoir que finalement, c'est une question qui est abordée depuis plusieurs années, mais vraiment, mais depuis plusieurs années. On parle de l'emploi des jeunes depuis plusieurs années, on parle des formations des jeunes depuis plusieurs années, et malheureusement, on n'a pas encore atteint l'objectif. Des chiffres importants ont été relevés. Plus de 20 000 jeunes ont été recrutés dans la fonction publique et 10 000 nouveaux postes sont prévus d'ici la fin de l'année. N'est-ce pas un signe d'avancement? Bon, il faut partir du chiffre. Le taux de chômage au Congo est de combien? Voilà. Quand on regarde les derniers chiffres de la Banque mondiale, si je ne me trompe pas, ça tourne encore autour de 40, 44 par là. Après, ce sont des chiffres. Hein. Donc, ça veut dire que le taux de chômage est encore très, très élevé. Donc, ce n'est pas une avancée comme vous le dites. Ce n'est non plus le redressement. Non, ça veut dire que jusqu'ici, ces objectifs ne sont pas atteints. Jusqu'ici, les objectifs ne sont pas atteints. Donc, on ne peut pas parler d'avancement. On ne peut pas aussi s'auto-satisfaire d'un tel chiffre quand on sait que le combat ou le chemin reste encore très long. Et quand on sait que la majorité de cette tranche juvénile est encore en chômage, surtout pour celles et ceux qui sont déjà en âge de travail. Le président a parlé des formations. 10 000 jeunes formés de gauche à droite, le Figaro aurait financé plus de... parler voilà. Et donc, quand on regarde la réinsertion socio-professionnelle de ces jeunes qui seraient formés à gauche et à droite, on se rend compte que, en réalité, l'impact était toujours faible. Vous avez plusieurs générations des jeunes étudiants qui sont sortis de l'ENMA, qui sont sortis de l'ENS un peu partout dans on va dire, ces facultés à concours, mais qui aujourd'hui, je vous dis, plusieurs générations, de plusieurs années d'ailleurs, mais qui sont toujours en chômage, heureuse, pourtant ils sont formés.
les 10 000 jeunes qui ont été formés dans ces métiers, on va dire, menuiserie, maçonnerie, machin, quel est réellement le type d'accompagnement? Nous savons qu'il y a beaucoup qui sont sortis de ces formations avec des certificats, mais qui traînent aujourd'hui à la maison simplement parce que il manque un accompagnement. Il suffit pas de me former, mais il suffit, le problème aujourd'hui, comment ces jeunes sont accompagnés sur le terrain. Il faut un minimum de départ, le minimum pour le départ. C'est quoi? Il faut que tu aies le matériel. Il faut que tu aies le matériau, par exemple, le matériau pour les maçons, le matériau pour les menuisiers. Il faut aussi pour celles et ceux qui ont appris, par exemple, la coiffure ou c'est pas la couture, il leur faut un fond de début. Mais ces jeunes, jusqu'aujourd'hui, plus de 10 000 jeunes formés, bravo, gouvernement, mais il leur manque l'accompagnement sur le terrain. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas aujourd'hui, on va dire, merci d'avoir recruté 25 000 à la fonction publique. C'est pas cette année. Cette année, on parle de 10 000 jeunes que le gouvernement va recruter. Mais ça nous reste à peu près un mois pour que cette année termine. Mais le chemin est toujours long. Donc, le gouvernement ne peut pas, ou le président de la République, je ne le vois pas se satisfaire, mais il est dans une obligation, dans une contrainte constitutionnelle de donner ces chiffres aussi pour rassurer que le travail se fait. Mais le chemin reste encore long. Concernant l'accompagnement des jeunes dans le secteur de l'entrepreneuriat, le président a évoqué de nombreux programmes mis en place pour appuyer les initiatives des jeunes, notamment avec le FIGA, Fonea et bien d'autres. Plusieurs jeunes ont été formés. Est-ce que cela répond à la demande et ces institutions ont-elles rempli leur mission? Regarde, il faut reconnaître que ces institutions ont été mises en place pour régler ces problèmes de chômage, de formation, de l'employabilité, comme on le dit. Il faut le reconnaître ici que ce sont des instruments très, très importants dans la lutte contre le chômage, dans la lutte même pour la formation des jeunes. Donc, ce n'est pas un péché de les avoir créés ou encore mis en fonction. Mais il y a la réalité, donc, dans les discours, la réalité dans le fonctionnement de ces institutions, de ces structures et la réalité sur le terrain. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. On a vu les tumultes, les détournements au sein du FIGA qui ont totalement paralysé cette institution, cette structure. Nous avons aujourd'hui des jeunes, et d'ailleurs, beaucoup d'ailleurs que je connais, qui ont des dossiers là-bas. Aujourd'hui même, la réception des jeunes qui arrivent au FIGA aujourd'hui pose problème. Comment sont-ils reçus? Comment sont-ils entretenus? On fait plus de la publicité, certainement plaire, mais dans le fonctionnement, on sait que le FIGA n'a plus suffisamment de moyens pour soutenir, puisque après avoir détourné près de 15 milliards de francs CFA, je ne vois pas où est-ce que, dans un pays qui est totalement en crise, qui n'arrive pas à payer ses dettes, où est-ce que cette institution, cette structure va avoir vraiment de l'argent pour financer des projets. Et quel type de projet on a réellement financé? Vous avez aussi le Fonea, mais qui forme, et qui on a vu le Fonea former les jeunes aux motocyclistes dans beaucoup de domaines. Je le disais tout à l'heure, quelle en est la suite? Quelle en est la suite? Parce que quand vous discutez avec même ces jeunes dont on parle, les jeunes, des jeunes, des bébés noirs, pardon, voilà. Quand vous discutez avec certains qui ont déjà atteint la maturité en termes d'âge, ils sont des jeunes qui ont appris parfois la menuiserie, il y a d'autres qui ont, certains appris la menuiserie, d'autres ont appris la maçonnerie, et parfois, d'autres encore ont abandonné leurs études faute de moyens. Donc aujourd'hui, il faut que le gouvernement soit pragmatique dans le sens où on a bien fait en amont de mettre en place ces structures pour que réellement on lutte contre le chômage des jeunes, pour former cette jeunesse-là, mais il nous faut au fond donc aller un peu plus loin pour que la formation impacte réellement dans la lutte contre le chômage. Mais malheureusement, vous pouvez faire la ronde de Brazzaville et même de Pointe-Noire, vous allez vous rendre compte qu'il y a des jeunes qui ont des certificats de formation, mais qui traînent à la maison. Parce que, bon, on se réveille pas un bon matin, on devient maçon. Voilà. Et surtout, on constate qu'au Congo, même ces chefs-là, ces ministres, pour la plupart, leurs appartements, leurs maisons sont construits, on va dire appartements construits
par les expatriés. Nous voyons les Chinois dans les travaux de construction des maisons de ces ministres. Donc, on sollicite de moins en moins la main-d'œuvre locale. Et ça veut dire quoi aujourd'hui? Que ces jeunes qui sont formés en maçonnerie et qui sont formés en menuiserie, s'ils n'ont pas des ateliers, s'ils n'ont pas des instruments, comment vont-ils faire avec ces formations? Voilà. Le problème, c'est FIGA, mais c'est très bien. Mais il faut que le président de la République regarde fond en comble comment ces structures fonctionnent. Et il faut mettre des systèmes plus rigoureux pour que réellement qu'il ait de l'impact sur le terrain, que l'on ne s'arrête pas seulement au discours, au cosmétique, mais que réellement que l'on aille jusqu'au bout, réellement donner de l'emploi et lutter contre le chômage. Mais qui doit mettre en place ces restrictions concernant le cas FIGA? Regardez, c'est un projet du président de la République. Il a annoncé lors des dernières élections. C'est un projet qu'il a porté, il s'est engagé à le matérialiser. Le FIGA existe. Le FIGA avait aussi des moyens pour mieux fonctionner. Le FIGA, il faut le reconnaître, a commencé à financer quelques projets des jeunes. 2000 et quelques. Bon, je n'ai pas encore ces chiffres, mais on va se contenter des chiffres officiels donnés par le président de la République. On espère que ces chiffres-là sont réellement exacts. Donc, 2000 jeunes, mais nous avons à Brazzaville plusieurs jeunes. 2000, ça reste insuffisant encore. Quel type de projet? Quel accompagnement? Comment sont devenus ces jeunes sur le terrain? Comment ça fonctionne? Donc, ça veut dire que c'est l'exécutif qui doit mettre de l'ordre. C'est le Parlement qui doit veiller au contrôle du bon fonctionnement de ces institutions. Mais on a déjà loupé au départ, puisque le FIGA compte de problèmes. On a changé le directoire. Le DG a été changé. Voilà, toute la direction, on va dire, l'administration d'une manière ou d'une autre. Mais on n'a pas, est-ce qu'on a résolu le problème de la corruption? Est-ce que réellement on a mis en place les dispositifs pour qu'on ne retombe plus? Est-ce qu'on a mis en place réellement le circuit ou le mécanisme pour que les financements des projets de jeunes se réalisent sans corruption, se réalisent tel qu'il le faut? Parce qu'on sait qu'il y a des dossiers. Nous avons assisté nous-mêmes à une réaction d'une dame lors du dialogue intergénérationnel devant, on dirait, l'un des directeurs, on va dire, centraux du FIGA. Cette dame-là a pointé du doigt cette autorité dans la salle pour dire que elle avait déposé un projet où jusqu'aujourd'hui, promesse et sur promesse, le projet n'a jamais abouti. Il n'a jamais obtenu de financement. Ils sont nombreux. Vous avez entendu Franck Dillet à un moment parler aussi de ça. Donc, il y a des jeunes qui ne sont pas toujours satisfaits jusqu'aujourd'hui, mais qui ont déposé des dossiers depuis plusieurs mois, depuis plus d'un an déjà. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait vraiment un véritable contrôle au niveau des parlements. Il faut que le gouvernement veille réellement au bon fonctionnement du FIGA et même d'autres organes qui sont dédiés à résoudre ces problèmes de chômage. Lors de son message, le président a laissé entendre que 6 milliards de francs CFA auraient été détournés dans la gestion de la bourse. La question se pose, qui aurait détourné ces fonds en gonflant le budget? Est-ce une manière d'interpeller la justice congolaise dans des enquêtes les plus approfondies pour punir les coupables? Bon, il faut comprendre, il y a ce que le président veut faire de ce pays. Il y a sa manière aussi de gouverner. Il y a aussi la réalité sur le terrain. Tout à l'heure, je vous parlais d'une forte dose cosmétique, sinon esthétique, dans le discours. Parce que, en réalité, le président nous a encore démontré une fois de plus qu'il est suffisamment informé, que rien ne l'échappe. J'ai envie de dire qu'il est informé sur chaque citoyen. Il connaît dans quelles conditions on vit, ce qu'on mange, ce qu'on mange pas, comment on dort. Il est informé. Il nous l'a démontré encore aujourd'hui qu'il est suffisamment informé. Nous apprenons, mais les journalistes l'ont toujours dit depuis, que la bourse était toujours détournée. Nous l'avons toujours dit depuis plusieurs années. Maintenant que le président nous donne les chiffres officiels, 6 milliards, sur combien de temps on a détourné cet argent? Plusieurs années. On connaît plus ou moins lesquels ont été là, à quelle époque. Qui les nomme? Donc, on aurait pu s'attendre à l'annonce d'une sanction, d'une manière ou d'une autre.
On a sanctionné tant de personnes pour avoir détourné autant de milliards. Là, on parle de 6 milliards sur combien de temps? Donc, si on peut faire donc l'addition ou la multiplication de tant d'années de détournement de ces 6 milliards, on va donc arriver à plusieurs milliards de francs CFA que les gens ont détournés. Ce ne sont pas les surhumains, ce ne sont pas les extraterrestres. Ce sont les mêmes hommes qui sont encore là parfois. Et donc, on aurait pu s'attendre à des sanctions, mais dures, pour que l'on ne continue pas, puisque l'on ne poursuit pas ce chemin dans ces pratiques, on va dire de corruption et qui font retarder le pays. Mais c'est pas seulement l'université Marengwabi. Les détournements, on en parle partout. Vous savez, je vous rappelle que le président de la République, 97 par là, si vous lisez cet ouvrage que j'ai sur moi, sur ce plateau, Le manguier, le fleuve et la souris, cet ouvrage, et je souhaiterais même que s'il y a plus d'exemplaires sur le marché, qu'on en tire encore plusieurs pour permettre aux jeunes Congolais qui ont besoin de l'histoire de lire cet ouvrage, parce que pour moi, c'est un ouvrage très, très important. Et j'ai envie de dire, c'est un ouvrage encyclopédique pour les jeunes qui sont lancés en politique, parce que là, dans cet ouvrage, on voit un homme qui porte le Congo, on voit un homme qui est engagé pour sa population. Et dans cet ouvrage, tout y est. Le président, dans cet ouvrage, il parle même d'un programme qu'il avait dénommé le programme du renouveau. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui, PND sur PND, différents projets de société, émanent de cette vision qu'il incarne depuis plusieurs années. C'est vrai, ces projets ont été heurtés en 97. Il a même rappelé dans son discours 90-2000, heurtés par la crise que nous avons connue dans ce pays. Mais il a réussi, puisque dans le projet était axé sur 6 piliers. Donc il y avait plus ou moins la restauration de la paix, reconstruire l'unité nationale, ça c'était le premier objectif. Deuxième objectif, si je me souviens encore, il s'agissait donc de relancer, restaurer la démocratie dans le pays. Il fallait aussi relancer la machine économique. Il fallait lutter contre donc le chômage et tout ce qu'il faut. Le quatrième objectif, c'était plutôt l'alimentation pour tous, donc nourrir suffisamment les Congolais. Et puis il y avait la santé et l'éducation. Heurté par la guerre qu'on a connue dans ce pays, mais on constate que le président a réussi, on va dire, à peu près 3 piliers, 3 objectifs. Donc la restauration de la paix, de la reconstruction de l'unité nationale. Et ça, il faut le noter, mais vraiment, il a réussi à le faire. Vous avez également la restauration de la démocratie, puisque on est encore au début de cette marche vers la démocratisation. Mais il faut quand même reconnaître, après le temps d'années où le Congo organise des élections sans réellement avoir des conflits comme on constate ailleurs, il faut reconnaître que finalement, un peu de liberté qu'on donne à gauche et à droite, que le pays est sur la voie de la démocratie. Et selon il tient réellement, on va y arriver. Vous avez également ce qu'on appelle la relance de la machine économique. Il a réussi à le faire, mais seulement cet objectif, la relance de la machine économique, est buté quelque part parce que il avait prévu dans cet ouvrage de lutter avec l'extrême rigueur contre les détournements de fonds, contre ceux qui, à cette époque-là, ont érigé la corruption en mode de fonctionnement. Il le dit dans cet ouvrage. Il dit que je serai dur contre ce qu'il appelait les grédins, qui aujourd'hui s'enrichissent sur le dos des honnêtes gens. C'est ce qu'il avait dit dans cet ouvrage. Et jusqu'aujourd'hui, les pineux problèmes que nous avons dans ce pays, c'est ça, la corruption, les détournements à tous les niveaux de l'État. Et malheureusement, on n'arrive pas à mettre fin. C'est vrai qu'il est difficile d'arrêter la corruption. On ne va pas arriver à 100%. Mais au moins les signaux forts pour que ceux qui aujourd'hui arrivent à des hautes fonctions, qui sont élevés à ces fonctions-là, ne viennent pas avec des projets de détourner. Que quelqu'un se sente quand même en insécurité de commettre ces actes, même si on peut avoir la tentation d'en commettre, mais il faut quand même que l'on, quand il est nommé quelque part, quand il est responsabilisé, qu'il s'inquiète quand même de son avenir, qu'il s'inquiète de sa vie, parce que si je commets telle action, on pourrait m'arrêter, on pourrait me traduire en justice, on pourrait me relever, on pourrait faire ceci. Mais on est dans une impunité totale. Donc, autant de milliards détournés sur plusieurs années
personne n'est inquiété aujourd'hui. On ne peut pas savoir qu'il y a eu détournement, mais sans réellement savoir lesquels ont détourné, puisque tout ce monde-là sont là. Vous comprenez? Donc, c'est bien pour le président de donner ces chiffres, de dénoncer, et même d'indexer encore une fois de plus la justice. Mais ce qui est plus important, c'est de dénoncer ceux qui ont fait ça et de les traduire en justice ce qu'il faut, de les sanctionner. C'est pareil, il a parlé même de l'eau pour tous. Comment ce projet, qui n'était pas encore arrivé à terme d'ailleurs, a été... En moins de 5 ans. Voilà, comment ce projet finalement inachevé, mais avec tout ce qui a été déjà fait, comment ça a été détruit, on va dire même dans l'œuf. Et là encore, mais parce que nous avons réussi à bâtir un État qui fonctionne sur la base de ce que je viens de dire. La facilité, qui fonctionne sur la base de la corruption, qui fonctionne sur la base de l'impunité. Donc, du sommet jusqu'à la tête, tous ceux qui sont responsabilisés se donnent cette liberté d'agir dans l'impunité totale. Puisque les citoyens, je n'encourage pas ces actes de vandalisme, je m'oppose farouchement, mais ces citoyens qui, à la base, posent des actes de vandalisme, mais sont à l'image aussi de ceux qui posent des actes de vandalisme économique et financier dans ce pays. Donc ça veut dire que on est dans cet état-là et qui est bâti malheureusement sur ce système-là. Et si on ne fait pas attention, ce serait difficile que tout l'engagement du chef de l'État, qui est dans cet ouvrage-là, qui est comme une Bible politique, que tous ces engagements, la force qu'il a de changer ce pays, on risque de ne pas les atteindre. Pourquoi? Parce que la corruption va toujours freiner. Ce que je peux dire, c'est ça. Donc, à mon niveau, on peut annoncer les chiffres, c'est très bien. On peut dire qu'il y a corruption, mais on voudrait aller plus loin que ça. Pour le climat des affaires, le président a demandé au gouvernement de faciliter l'installation des grandes entreprises au pays. Le climat des affaires au Congo n'est-il pas propice à cela? Non, mais c'est clair, hein, si vous suivez la dernière rencontre du gouvernement sur je crois, le PND, sur le PND si je ne me trompe pas, une rencontre du Premier ministre avec d'autres ministres était aussi devant la presse. À la sortie de cette rencontre, il y a quelques mois, la ministre en charge du plan l'avait reconnu qu'il y a encore un vrai problème, d'ailleurs même sur la réalisation du PND. Et c'est ce qui freine aussi, le président l'a dit clairement, l'arrivée dans ce pays des investisseurs. Vous constatez que le ministre de la Coopération fait le tour du monde, il relance les commissions mixtes. Le président a cité déjà qu'elle a cité quelques commissions qui ont été, on va dire, relancées. Il a signé pas mal d'accords depuis quelques temps, mais surtout dans le domaine économique pour la relance des travaux et tout ce qu'il faut. Ben, ça peine toujours à démarrer. Pourquoi? Parce que, vous savez, si pour s'installer au Congo, l'on doit vous demander un pourcentage de 10 francs, de 10% par exemple, si l'on doit vous exiger des pots de vin, si l'on doit passer par la corruption, si tous ces circuits sont corrompus, il serait difficile pour que quelqu'un, et même au niveau local, que les gens se lancent réellement dans l'entrepreneuriat. Et donc le climat des affaires demeure encore un véritable problème. Le gouvernement le sait, mais ça passe par quoi? Ça passe par, entre autres, ce que je viens de dire, la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption, tous les organes qui ont été mis en place pour lutter contre ces fléaux, apparemment fonctionnent au ralenti, sinon peut-être n'ont pas de moyens ou la volonté de travail. Vous avez la HALC, vous avez pas mal de structures qu'on a mises en place. Vous avez même un ministère du contrôle et tout ce qu'il faut. Vous avez des inspections générales de contrôle. Mais malheureusement, avec toute cette bataille, on va dire ce bataillon d'organes de lutte contre la corruption, mais on ne comprend pas que les gros poissons passent encore dans les comment on dit ça, les mailles du filet, non, c'est comme ça qu'on dit, que ces gens demeurent invisibles jusqu'à aujourd'hui et que la justice demeure corrompue et que finalement les gens n'arrivent pas à travailler. Donc le problème c'est ça, c'est que on ne peut pas réussir à améliorer le climat des affaires s'il n'y a pas une véritable lutte contre la corruption. Il y a une volonté qui s'exprime, mais il faut aller au bout des discours, au bout des intentions, au bout des annonces. Il faut donc que l'on sente, puisque, vous savez, le président est en compétition, il faut le savoir. Quand on le suit aujourd'hui, nous avons l'impression que, finalement, le président se dit, il a encore le temps. Mais il est en compétition. Pourquoi je le dis qu'il est en compétition? Parce que
il a le mandat qui lui a été confié par son peuple. 5 ans, donc depuis le 21, depuis 2021, le chrono a été lancé. 5 ans pile, on va voir, Monsieur le Président de la République, vous nous avez promis tant de choses, nous vous donnons 5 ans. On vous fait confiance, on vous reste loyaux, on vous donne 5 ans, mais le chrono est lancé dès le jour où il a prêté serment. Donc, c'est à partir de là que le gouvernement doit savoir en 5 ans par rapport aux promesses du président, qu'est-ce que nous avons déjà fait. Il n'a que 5 ans. Même s'il peut être réélu prochainement, il n'aura qu'aussi 5 ans. Donc, ça lui fera à peu près 10 ans. Et si on ajoute encore des années passées, des mandats passés, on pense qu'il a eu suffisamment du temps. Mais qu'est-ce qui lui a empêché réellement de matérialiser ses engagements aussi nobles? Parce que quand vous lirez cet ouvrage-là, on est presque en train de vivre ce que le président lui-même a dénoncé dans cet ouvrage. Ce que lui voulait à tout prix, on va dire, déraciner dans ce pays. Tous les mots, on est en train de vivre ça actuellement. Donc, là, il faut donc qu'on arrive à se poser cette question. Pourquoi diable nous n'arrivons pas à atteindre ces objectifs après autant d'années? Il est le président, on va dire, le plus aimé. Les gens diront que Marien Ngouabi, le président le plus populaire, le président le plus porté. Il est aussi celui qui a eu la grâce divine d'être là encore pendant longtemps par rapport aux autres. Il est aussi celui qui a eu la grâce divine, comme quelqu'un me disait, à chaque fois qu'il arrive au pouvoir, il y a une sorte de prospérité dans le pays. Il a eu suffisamment de moyens. Mais la question qu'on peut se poser, oui, Monsieur le Président, vous avez fait suffisamment de travail, vous êtes démarqué de vos prédécesseurs, mais est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réalisé ce dont vous voulez faire pour le Congo? La question, c'est ça aujourd'hui. Et pourquoi on n'atteint pas ces objectifs? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que c'est son entourage? Est-ce qu'il a mal fait le choix des hommes? Est-ce que c'est son entourage qui se corrompt? Est-ce que c'est ça les questions qu'il faut se poser aujourd'hui? Et donc voilà pourquoi, s'il n'y a pas ces efforts au moment où nous nous trouvons, parce que je crois que tout ce qu'on vit dans ce pays doit nous servir de leçon à tous les niveaux, pour les dirigeants comme pour le bas peuple. Tout ce qu'on vit dans ce pays doit nous servir de leçon. Et donc, si on ne tire pas les leçons, il serait difficile que toute la volonté que le président exprime, parce que nous l'avons appris qu'il ne voulait pas tenir un tel discours face aux parlementaires qui n'avaient pas leur salaire, face à un peuple qui ne pouvait pas, qui ne mangeait pas. Il a tenu à ce que ces institutions aient des budgets, leur budget de transfert, que les fonctionnaires soient payés avant. Et parce qu'à un moment donné, il connaît, puisqu'il a dit que même j'ai entendu encore le cri de cœur des populations sur des questions d'eau et d'électricité. On va en parler. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Qu'il est conscient que le pays traverse un moment difficile, mais ce n'est pas une fatalité. On va s'en sortir, mais avec qui et comment? Toujours dans les appels, le président appelle également le gouvernement à mettre tout en œuvre pour que les zones économiques spéciales du pays fonctionnent, ce qui permettrait de donner du travail à de nombreux Congolais. Qu'est-ce qui peut expliquer les difficultés rencontrées dans ce domaine? Bon, écoute, Gabriel, je crois que tout est dit. Tout est dit. Il y a trop de pesanteurs. Il y a trop de pesanteurs. Parce que ce serait pas honnête pour nous, hommes de médias, ou pour moi qui suis là dans cette chronique actuellement, de méconnaître tous les efforts qui se font. Voilà, vous avez vu comment le gouvernement a pataugé avec cette crise et finalement, ils ont réussi à mettre en place le PNOT, le président en a parlé, des réformes pour permettre au pays de sortir de la crise. Ils n'ont pas croisé les mains. Voilà. Et donc, vous constatez que les choses bougent. Si le président est revenu encore sur les promesses faites aux jeunes, s'il a parlé de la relance de plusieurs projets, le projet Kosala, parce qu'il tient à ce que réellement, que l'on lutte contre ça. Le projet Mossala. Mossala, voilà, Mossala. Merci. Mais les pesanteurs, les pesanteurs, il les dénonce lui-même d'ailleurs. Il les dénonce lui-même. Comment se font les recrutements à la fonction publique? Vous savez, le président devant les parlementaires, toujours, il a dit, il a appris que quand on donne un quota à l'enseignement, ceux qui sont recrutés pour la plupart ne sont pas des enseignants, des vrais enseignants. C'est ce qui se fait. Donc, comment se font les recrutements à la fonction publique? Comment peut-on expliquer que
vous qui êtes sortis de l'ENMA et que d'autres qui sont sortis de d'autres institutions, après autant d'années que vous ne soyez pas recrutés, mais vous constatez que ceux qui n'ont pas fait le même métier que vous se retrouvent, par exemple, dans des structures de communication étatiques, mais par quel miracle sont-ils arrivés là-bas alors que vous qui êtes sortis de ces écoles-là, vous n'êtes pas recrutés? Comment on fait le choix? Comment on gère les quotas qui sont affectés dans chaque ministère? Lesquels sont réellement recrutés? Est-ce qu'on prend en compte réellement les jeunes qui sont dans le besoin de travail, qui sont formés à l'étranger, qui rentrent, comme les jeunes médecins, qui sont formés dans les écoles de formation et qui attendent le recrutement? Vous voyez? Je ne suis pas contre cette jeune dame-là que j'ai rencontrée, pardonnez-moi de cette indiscrétion, dans un hôtel de la place qui était donc au service d'accueil. Mais je l'ai rencontrée, aujourd'hui elle me dit, elle était d'abord au secrétariat général de la fonction publique, et là on me dit qu'elle est maintenant au trésor. Bon, c'est possible qu'elle a déposé son dossier et elle est recrutée aujourd'hui. Mais ceux qui sont là depuis, comment on fait pour sauter, aller prendre les gens qui arrivent après, et ceux qui sont là depuis ne sont pas recrutés. Donc, regardez ça, c'est déjà des pesanteurs. Mais c'est quoi simplement? On a laissé le pays de côté. On ne sert plus le pays, on n'est plus patriote comme il le faut, on sert nos propres intérêts. Je suis là, on m'a nommé, la première des choses, c'est que je dois d'abord vider tous les pauvres de ma famille, c'est-à-dire qu'il faut les intégrer tous à la fonction publique, il faut leur trouver du travail. Donc ça veut dire que je ferme les yeux sur ceux qui ont réellement besoin de travail. Je veux même intégrer dans la fonction publique un frère, un parent, qui ne sait ni lire et écrire, mais je fais de lui, je l'envoie dans un secrétariat. Alors qu'il y a des gens qui sont formés pour ça. Donc, on peut bien former, mais on va se rendre compte que le taux des jeunes formés va gonfler, et donc ça va automatiquement gonfler encore le taux de chômage. Vous allez dire qu'ils sont formés, mais ils n'ont pas l'emploi. Mais Brony Fortuna, qu'est-ce qui freine en fait le fonctionnement de la zone économique spéciale? Parce que le président l'a souligné lors de son discours, les mêmes partenaires que nous travaillons avec eux ici travaillent ailleurs, mais ailleurs ça réussit, mais chez nous ça l'embine. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? On est très heureux que le président l'ait reconnu. On est très très heureux que le président l'ait reconnu. Reconnu que finalement, dans d'autres pays, les zones économiques spéciales ont été lancées et ça fonctionne bien. Nous avons copié l'exemple à Singapour, mais ça a été lancé. Voilà, ça fonctionne. Le Gabon, je crois, a une zone économique spéciale aussi, et le Maroc, je crois. Le Congo, on en parle depuis bientôt plus de 10 ans. On a changé même des ministres. Hein. Il y avait Alain Kuala qui était là, qui est parti, qui est revenu finalement. À un moment donné, c'était le ministre Osso qui était là. Après, c'est le ministre Chester Chikaya. À peu près 4 ministres qui défilent à la tête de ce ministère. Après, il y avait l'actuel ministre de la Santé qui a géré aussi les zones économiques spéciales. Donc, 4 ministres à peu près qui sont passés à la tête de ce ministère. Mais nous n'avons pas toujours de résultats. Je reste encore un peu sceptique sur ce qui se fait à Maluku parce que j'y étais. Pour y avoir accès, il faut avoir l'autorisation. Moi, je me suis dit, dans une zone industrielle aussi importante, comment peut-on, pour y avoir accès, demander l'autorisation? Qu'est-ce qui se cache? Il n'y a que les ministres eux-mêmes qui vont là-bas quand il le faut. Délégation, les ministres. Délégation, les ministres. Délégation, les ministres. Mais vous qui êtes journaliste, prenez vos micros, caméras, allez voir. On vous dira à l'entrée qu'il faut avoir l'autorisation. Mais je suis allé là où obtenir cette autorisation, je n'ai pas été reçu. 3 fois de suite. Je reste encore sceptique sur ce qui se fait là-bas. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui est réellement produit là-bas? Quelles sont les sociétés qui se sont installées dans cette zone industrielle? Et vous avez également la zone économique de Pointe-Noire. Vous avez également la zone économique Olombo-Oyo. Vous avez la zone économique de Wesso. Jusqu'ici, des projets importants, mais qui restent sur du papier. Il faut toujours que l'on s'interroge. Comme il a dit lui-même, le pays l'a reconnu. Pourquoi ça marche ailleurs et chez nous, ça ne marche pas toujours? Comment les autres ont réussi à avoir telle infrastructure qui, aujourd'hui, porte leur pays vers véritablement la voie du développement et que le Congo, qui a les mêmes projets, peine à les réaliser? Alors que nous sommes tous des humains. Les Sénégalais ne sont pas les extraterrestres, les Ivoiriens ne sont pas les extraterrestres. Mais comment réussissent-ils à mettre en place certaines procédures et qui fonctionnent? Voilà, donc je vous le dis tout à l'heure, c'est un système, nous avons érigé l'impunité,
la corruption et tout les mots que le président lui-même dénonce. Et c'est ça qui bloque. Il n'y a pas autre chose. Le miracle, ce serait mettre fin à ça. Et on verra que les choses vont fonctionner. Sur le plan sanitaire, le chef de l'État a annoncé le lancement de la CAMU dès 2025 afin que chaque Congolais puisse bénéficier de soins de qualité. Cette promesse a-t-elle les chances de se réaliser? Regardez, nous sommes dans un discours sur l'état de la nation. Vous constatez que le président reste dans cette logique de rappel, cette logique de perspective, parce que ce sont des projets qui lui tiennent à cœur. Mais c'est même ces projets aussi, pour lui surtout, et même pour plusieurs observations, qui peuvent se faire sortir, sinon qui peuvent sortir le Congo de l'ornière. Ce sont des projets importants. La CAMU, OVI, c'est un projet important. Les hôpitaux qu'on construit à travers le département, mais c'est important, puisque c'est son engagement de rapprocher l'hôpital de la population pour permettre à tous les citoyens d'avoir accès aux soins de santé adéquats. Mais les financements ont été décaissés. On se souvient ici sur ce plateau, et c'est Mélérose qui le rappelait, que 2012 a été consacré à l'année de la santé. Et le président lui-même a décaissé des milliards de francs CFA pour qu'on améliore le système sanitaire dans ce pays. Tout ce qu'on matérialise, tout ce que le gouvernement matérialise, comme dit le ministre Ibombo, oui, c'est la vision du président. Mais la question, lesquels sont appelés à les matérialiser? Est-ce que ceux qui viennent matérialiser ces projets comprennent les véritables intentions du président? Est-ce qu'ils comprennent même ces projets? Ou les projets du président et leur financement deviennent les sources d'enrichissement de ceux qui sont appelés à exécuter ces projets? Et c'est pour cela que le président, quand il le rappelle, quand il annonce, c'est pour dire qu'il tient à ce que cela. Il a même dit près de 10 fois que j'instruis, j'ordonne, je demande au gouvernement. Mais le gouvernement n'est pas ignorant de ce que dit le président. Et même les parlementaires qui sont là ne sont pas ignorants de ce que dit le Parlement, le président de la République. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, ça peut s'expliquer qu'il soit dans l'embarras de choix aujourd'hui, puisque je remplace un tel, je vous ai parlé de 4 ministres à la tête de ce ministère, mais ça n'évolue pas. Le problème est à quel niveau? Donc, c'est très important qu'il ait rappelé, que le chef de l'État l'ait rappelé dans son discours. Mais aujourd'hui, nous voulons voir beaucoup plus sa détermination. La détermination qu'il avait affichée, parce que je le dis, je vous renvoie encore dans cet ouvrage que j'aime bien, où il dit que je ne rentre pas, ou je ne me réengage pas pour me venger de quoi que ce soit, parce qu'un homme d'État ne pas dans la vengeance, mais je m'engage parce que j'ai entendu le cri de cœur de mon peuple, et mon peuple me demande d'agir. Et donc, s'il revient, s'il se réengage, c'est au nom de ce peuple qu'il le porte encore aujourd'hui, puisqu'il est encore au pouvoir. La question qu'on doit se poser, est-ce que, jusqu'aujourd'hui, est-ce que le président est satisfait d'avoir vraiment offert à ce peuple, qui le porte encore, selon les résultats des élections, que je leur vraiment donné ce qu'il fallait? Est-ce qu'il a ce sentiment? C'est ça, en fait. Parce que tout ce que le président a dit dans son message, il n'y a rien de nouveau. Les chiffres qu'il a annoncés, c'est très bien. 6 milliards détournés. L'eau pour tous, détruit. Ce projet détruit. Les préfets qui sont restés inertes, ils sans rien faire. On connaît tous ces problèmes. Et je vous le disais tout à l'heure, cette Bible politique dit tout. Nous allons évoluer, Bruno Fortuna. Toujours dans son discours, le chef de l'État a soulevé, a salué les avancées réalisées avec les partenaires sur le plan économique et financier, sur la mise en place du PINOT et des partenaires qui s'en chargent des questions économiques et financières. Que pensez-vous de ces progrès? Oui, c'est quand même, c'est pour cela que je le disais tout à l'heure, vous avez constaté
comment un peu, je le disais, le président lui-même, le ministre des Finances, le Premier ministre et le ministre des Finances, comment ils se sont donc multipliés, on va dire en mille pour que ce projet ait lieu. Il faut le féliciter parce que on était arrivé où les caisses de l'État étaient totalement, on va dire sèches, totalement sèches. Le Trésor n'avait plus d'argent pour faire face et même à un moment donné, on arrivait même à un mois son salaire. On pouvait arriver à ça. On a constaté aussi les grèves à gauche et à droite parce que le gouvernement n'avait pas de moyens. Il fallait réfléchir comment faire. On est surendetté. On n'a pas suffisamment de moyens au niveau local. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont mis en place ce projet qui permet aujourd'hui au gouvernement, franchement, de respirer un peu. C'est un ouf de soulagement. Bon, le bailleur ne vient plus me faire pression. Voilà, donc je peux dormir tranquillement pour le moment en attendant de payer sa dette dans 1 an, dans 3 ans. Et pendant ce temps, mon salaire, qui ne me permettait plus de payer donc mon loyer, va me permettre à financer autre chose. Et donc c'est ce que le gouvernement. C'est pour cela que le président reste optimiste dans le sens où il se dit nous aurons suffisamment de moyens. Donc à partir de cette année, sinon 2025 jusqu'en 2026, ils auront suffisamment d'argent par rapport aux résultats de Pénote pour financer des projets. Il reste optimiste. Vous l'avez constaté, il a d'ailleurs affiché cet optimisme. Il a parlé de ce projet parce que les réformes apportées dans ce secteur économique ont permis donc au gouvernement, vont permettre au gouvernement d'avoir un peu d'argent pendant ce moment pour réaliser des projets qui ne devaient pas être réalisés faute d'argent. Il y a des projets qui coûtent des milliards de francs CFA. Ils en auront, puisqu'il y a à peu près 300 milliards qui sont dans les caisses du Trésor. Ils en auront encore 1000 et quelques qui sont comptés l'argent qu'on va collecter au niveau local avec la mise en place de ce groupe de travail, de ce comité de travail pour collecter les fonds au niveau local. On constate aussi que comment on appelle, avec le Pénote, le gouvernement va quand même, on va faire les économies de 700 quelques milliards de francs CFA jusqu'en 2028, si je me trompe pas. Donc, ils auront de moyens qui ne seront plus servis à payer les dettes maintenant, à faire face plutôt à tous ces engagements. Ouais, donc c'est important qu'il ait rappelé et ça peut aussi ouvrir à nouveau les portes du Congo donc vers l'extérieur. Ça veut dire que ramener ou amener à nouveau les investisseurs et comme il a dit lui-même, ça va encore nettoyer la signature du Congo au niveau donc de nos partenaires. Et donc c'est un effort, mais ces efforts-là ne vont aboutir ou apporter des résultats escomptés que si réellement le président qui est conscient que la justice ne fonctionne pas comme il le faut et si tout cela ne fonctionne pas, il serait difficile qu'avec les mêmes personnes qui ont conduit le pays à ce niveau, que les résultats de Pénote, nous l'avons dit ici, apportent réellement les résultats attendus. Le président a aussi dénoncé les comportements déviants qui sabotent le circuit de transport de l'électricité entre Tilapo et Mindouli et a exprimé sa compassion face aux difficultés rencontrées par les Congolais privés d'eau et d'électricité. Est-ce à dire que la situation dépasse l'État? Bon, je ne pense pas qu'au niveau de ses responsabilités, vous savez, à chaque fois que le président rappelle ses faits, si vous comprenez bien, c'est qu'il veut appeler chacun de nous à un sens de responsabilité, ce qu'on appelle la responsabilité citoyenne. Il est à la tête de l'État, mais chacun de nous doit porter le pays, chacun de nous doit le construire, chacun de nous doit apporter sa pierre à l'édifice. Si vous lui avez confié le mandat de 5 ans, il faut lui permettre de réaliser ce mandat comme il le faut. Mais si, à côté, il y a encore des actes de vandalisme comme on constate, où les gens vont piller allègrement, totalement, dans la liberté totale, détruire ces infrastructures, il a dit, ça a peiné tout le pays, c'est très malheureux. Et on constate que c'est, je le disais tout à l'heure, c'est un père qui s'adresse à ses fils, qui s'adresse à ses fils pour interpeller chacun. Et qui veut aussi dire qu'il y a une autre manière peut-être de résoudre ces problèmes, sauf pourtant passer par peut-être les interpellations, ou c'est pas autre chose, la violence ou quelque chose. Et qui est en train d'exprimer aussi un regret de voir que tous les efforts qui sont fournis jusqu'à aujourd'hui sont parfois multipliés à zéro ou annihilés à cause de ces actes de vandalisme-là. Donc, on ne peut pas espérer se développer si nous continuons, nous, à poser de tels actes. On ne peut pas espérer évoluer
Si tout ce qui est construit aujourd'hui est déconstruit, ce serait pas possible. Donc, on sent en lui, c'est-à-dire que ce père qui veut réellement que tout le monde apporte la pierre à l'édifice. Mais la question, ce qui est primordial à comprendre dans cette démarche, c'est la question sur l'éducation. Alors, donc, quel est aujourd'hui l'état de l'éducation au Congo? C'est ça, en fait. Je l'ai dit il y a quelques minutes, vandalisme à basse échelle, vandalisme à haute échelle. Tout cela, c'est du vandalisme, et tout cela aussi, c'est de l'immoralité patriotique, et tout cela aussi, c'est tous les mots que nous dénonçons. Si les mots, donc avec M-O-T-S, ne peuvent pas régler les mots, M-A-U-X, on va donc vivre, on va dire, l'hécatombe. Une dernière question pour clore notre échange de ce soir. Le président a parlé de grève fantaisiste. Est-ce réellement le cas? Est-ce qu'il minimise toutes ces tensions sociales? Non, ça ne le ressemble pas de minimiser les grèves. Vous savez que je crois qu'il est respectueux du droit, de la loi. Il sait que les travailleurs, il a dit dans son précédent discours sur le message, comme on a dit, les vœux de la nation, il reconnaît le droit de grève. Mais il dit qu'il faut prioriser le patriotisme. Il faut protéger l'État. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes toujours un pays susceptible. Parce que c'est un pays pauvre. Quand on constate la montée en puissance des bandits à travers le pays, c'est l'une des principales causes, c'est la pauvreté. Donc un pays qui aujourd'hui gangréné de fond en comble par la pauvreté est toujours susceptible. Ça veut dire que moindre étincelle, on peut basculer dans l'irréparable. C'est pour cela qu'il est en train de dire, au-delà des droits qui sont les vôtres, au-delà de tout cela, mais il faut savoir que les actes que chacun de nous peut poser, peuvent construire comme ça peut détruire. Ayant vécu ça, il a rappelé d'ailleurs ce qui s'est passé en 90, les grèves cette année-là. Comment cela a totalement paralysé le pays et même a conduit le pays à ce que nous avons connu. Donc, il faut tenir compte de ces paramètres. Mais, il faut savoir quand il parle des grèves fantaisistes, il ne minimise pas parce que nous sommes dans un état où on sait que le gouvernement n'a pas d'argent. Le pays est en faillite, on va dire comme ça. Où finalement, on traverse une situation précaire. À un moment donné, si les médecins qui ont un engagement aussi sacré abandonnent les salles d'opération, les blocs d'accouchement et tout ce qu'il faut, les sages-femmes ont abandonné, et à un moment donné, il faut se poser la question, de quoi sont-ils motivés? Si on regarde encore, comme il a dit, tout le monde au même moment commençait à revendiquer. Même ceux qui ont passé autant d'années sans salaire et qui travaillaient normalement ont commencé, parce que certains ont compris que c'est peut-être le moment de faire pression sur ce gouvernement qui devient fragilisé à cause de tout ce qu'on vit. Et ces intentions peuvent être dangereuses, peuvent être même politiques, parce qu'on a l'impression finalement, ok, on fait pression, on sait que le gouvernement est fragile, le gouvernement n'a pas d'argent, c'est le moment donc de faire pression pour réellement arriver à bout de celui-ci. Donc, en ce moment-là, ils pensent que les vraies motivations des grèves ne sont pas celles-là. Il faut faire des grèves avec des vraies motivations. Oui, on n'a pas des salaires, mais vous êtes en dialogue permanent avec le gouvernement. Que dit le gouvernement? Est-ce que le gouvernement ment-il? Est-ce que le gouvernement ne tient pas ses engagements? Pourquoi ne tient-il pas ses engagements? Quand vous êtes en discussion avec le gouvernement ou dans un dialogue permanent, puisque le dialogue n'a jamais été arrêté, à un moment donné, la grève n'a plus sa raison d'être. Ça peut être un moyen de faire pression sur le gouvernement, mais à un moment donné, quand on constate, on se dit, est-ce que c'est pas aussi politique tout ce qu'on vit aujourd'hui? Mais il faut reconnaître que, loin de minimiser, et personne d'autre ne peut le minimiser, on ne peut pas accepter de passer même 2-3 mois sans son salaire. Et ce qui peut aussi pousser ces gens à agir, c'est parfois le fait qu'on constate le train de vie des autorités et qui est tellement à un niveau très élevé par rapport aux citoyens lambda.
Eux, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont des privilèges. Mais nous qui sommes en bas, on n'a pratiquement rien. Oui, les ministres ont tant de mois sans salaire, mais ils ont tous les privilèges. Ils payent pas parfois les impôts que nous payons. Ils payent pas l'eau comme nous payons. Ils payent pas. Donc, il y a toutes ces questions quand on regarde aussi, finalement, mais pourquoi on sanctionne pas? Puisqu'on a entendu que tel DG avait détourné, on l'a libéré. Et tout cela peut pousser la population ou ces travailleurs à se braquer. Mais, ce qui est plus important, c'est de savoir que si jusqu'ici on est dans cette dans cette situation paisible malgré la situation sociale précaire, je crois qu'il faut tenir compte à tout moment des actes que nous posons pour que, en dehors de la galère que nous de la crise sociale, voilà, que nous n'ajoutons pas une autre crise et qui va peut-être encore retarder le pays de 50 ans en arrière. Merci bien, Fortuna. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous d'avoir suivi les chroniques de BFM consacrées spécialement au message sur l'état de la nation. Continuez à suivre les programmes de Tchileka Média. D'ici là, je vous dis au revoir. Portez-vous bien.